Imaginez que vous êtes assis au bord de la piscine de votre jardin et que vous vous détendez par une journée ensoleillée. Puis soudain, la piscine se met à bouillir et à mousser. Tout est recouvert de vapeur chaude. Vous êtes brûlé par la lumière et les radiations pénétrantes, et les braises restantes de votre corps sont soufflées par une onde de choc. Il ne reste que les murs carbonisés de la piscine. Rien de spécial ne s'est produit, juste un petit objet qui a frappé le sol à proximité à la vitesse de la lumière. Dans la dernière vidéo sur la chute d'une aiguille, j'ai fait une erreur dans certains calculs. Mais grâce à vos commentaires, nous allons maintenant considérer une situation plus réelle. Aucun objet ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Je vais donc utiliser 99,999% de la vitesse de la lumière pour l'expérience. Et à la fin de la vidéo, je vais examiner dans quelles circonstances une telle situation pourrait se produire. Imaginez cette fois qu'une aiguille tombe dans l'océan. Si elle tombait au milieu d'une zone d'eau déserte, rien de spécial ne se produirait. Mais la chose la plus intéressante se produirait si l'aiguille tombait à environ 6 miles du rivage. Vous êtes un surfeur, vous prenez une planche et vous pagayez. Mais il y a un flash lumineux, puis une vague de la taille d'une maison de 6 étages se lève. Vous vous demandez d'où vient le tsunami. Par une claire journée d'été, vous êtes recouvert par une vague. Vos chances de survie sont nulles. Mais comme les océans du monde couvrent 70% de la surface de la Terre, il est beaucoup plus probable qu'une telle aiguille tombe loin de l'habitat des gens. Se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, elle aurait l'énergie d'une centaine de tonnes d'équivalent TNT, soit 6 bombes larguées sur Hiroshima. Sous l'effet d'un impact aussi puissant, l'océan pourrait tout simplement s'évaporer. Bien sûr, pas en totalité, mais seulement environ 2 millions de tonnes. Comme si on faisait bouillir le lac Rose Hillier en Australie ou le Blue Lagoon en Islande. Si la vapeur atteignait une hauteur de 6 miles dans la troposphère, alors des averses tropicales tomberaient. Des torrents d'eau orageuse inonderaient toutes les rues et les gens et les voitures passeraient à la nage. Sans parler du fait que les arbres tombés couperaient les lignes électriques et que vous devriez rester quelques semaines sans Internet. Si une centaine de ces aiguilles touchaient l'océan et que la vapeur d'eau atteignait la stratosphère, le changement climatique ne serait pas aussi évident, mais il serait beaucoup plus étendu. La surabondance de vapeur d'eau entraînerait un effet de serre incontrôlé et la Terre surchaufferait progressivement jusqu'à ce que les océans entrent en ébullition, devenant une version miniature de Vénus sur laquelle, comme vous vous en souvenez, il n'y a pas de vie. Si 2 millions de tonnes de vapeur atteignaient la couche la plus élevée, la mésosphère, où la température est de moins 170 à moins 194 degrés, les mêmes 2 millions de tonnes d'eau tomberaient sur la Terre, mais sous forme de grêle. Les conséquences seraient imprévisibles, car elles passeraient de plusieurs heures à plusieurs jours, puis un déluge de glace se produirait inévitablement. Et donc, dans la plupart des cas, l'eau de l'océan évaporée nous reviendrait sous la forme de cette même eau, qui inonderait tout simplement tout ce qui se trouve autour. Mais que se passerait-il si l'aiguille atterrissait dans l'un des endroits les plus dangereux du monde, le lac Karachay? Depuis 1951, des déchets radioactifs y sont stockés. Depuis cette époque, environ 150 millions de curies de matière radioactive se sont accumulées ici. Cela reviendrait à environ 6 accidents de Tchernobyl. En 2015, il a été complètement scellé avec du béton. Cependant, il est toujours mortel de s'y rendre avec des amis pour un pique-nique. Car si vous vous tenez sur la rive pendant 15 minutes, vous pourriez recevoir une dose mortelle de radiation radioactive égale à 600 rayons X. Maintenant, imaginez qu'une aiguille frappe à cet endroit presque à la vitesse de la lumière. Il lui faudrait des nanosecondes pour écarter la couche de béton qui a préservé les déchets, et la poussière radioactive serait dispersée dans un rayon de 125 miles, soit 200 km. Et que pensez-vous de l'idée d'un nuage de vapeur en forme de champignon nucléaire et de l'odeur d'œufs pourris sur des centaines de kilomètres?
Si l'aiguille atterrissait près des geysers du parc national de Yellowstone à la vitesse proche de celle de la lumière, alors les 3000 sources souterraines, y compris le plus grand geyser du monde, Steamboat, s'évaporeraient instantanément. Bien sûr, il ne s'agirait pas d'un champignon nucléaire, mais ce serait pas non plus agréable. La concentration de 8% de dioxyde de carbone entraînerait la mort en 30 à 60 minutes. Sans parler du sulfure d'hydrogène malodorant et toxique. Bien sûr, vous savez parfaitement que les aiguilles ne volent pas dans l'espace. Mais s'il existait un minuscule objet spatial se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, il n'atteindrait jamais la planète Terre. Les micro- et nanoparticules dans l'espace se consument instantanément dans la haute atmosphère. À première vue, il peut sembler que toute cette expérience relève de la pure science-fiction. Mais je m'empresse de vous décevoir, un tel objet pourrait théoriquement toujours nous tomber dessus. Mais pas depuis l'espace. Genève, Suisse, 2008. Les essais du Grand Collisionneur de Hadron sont enfin terminés. Dans celui-ci, des protons tournent simultanément dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, et entrent en collision les uns avec les autres presque à la vitesse de la lumière. Il ne reste plus qu'à ajouter une unité de plus à notre valeur. Pour atteindre la vitesse de la lumière, les protons devraient accélérer de seulement 9,8 pieds par seconde. Le collisionneur de Hadron consomme 180 MW d'électricité par heure, comme une ville d'un demi-million d'habitants. Maintenant, imaginez ce qui se passerait s'il y avait un accident à l'intérieur. De nombreux mythes sont associés au Grand Collisionneur de Hadron. Par exemple, que lorsque des particules à haute énergie entrent en collision, un trou noir se forme qui pourrait engloutir notre planète entière. Et la fin du monde arriverait. La planète entière, non, mais les particules élémentaires, oui. Imaginez que dans le collisionneur, il y a une défaillance du système de contrôle et qu'un entonnoir magnétique surpuissant, semblable à une tornade transparente, se précipite dans l'espace. À la base, le diamètre du vortex serait de 16 miles et le sommet couvrirait le ciel entier sur plusieurs centaines de miles. Le flux de microparticules provenant de l'espace se resserrerait et serait accéléré par le champ électromagnétique et se précipiterait directement vers le centre du collisionneur. Les particules se consumeraient directement dans l'atmosphère et nous pourrions être sûrs de voir la queue de la comète qui volerait magnifiquement jusqu'à l'explosion nucléaire qui ferait sauter la moitié de la Suisse. Ainsi, dans le plus bel endroit d'Europe, parmi les lacs et les alpages, aucune pierre ne serait laissée en plan. Les résidents suisses auraient un dernier espoir, un écran protecteur contre les microparticules. Mais il y a un problème. Une modification du champ magnétique terrestre près du lac Léman créerait un énorme trou d'ozone à travers lequel l'air froid de la mésosphère se précipiterait vers la surface de la Terre. En quelques jours, l'ère glaciaire recommencerait. Et en quelques semaines, le globe entier pourrait geler. À une température corporelle constante de 46 degrés Fahrenheit, l'hémoglobine cesserait de fournir de l'oxygène aux organes et aux tissus. Les tissus seraient privés d'un apport adéquat en oxygène et en nutriments, ce qui entraînerait une mort cellulaire massive. Les chances de survie de l'humanité seraient minimes. Mais tout ceci n'est qu'un fantasme, qui est encore loin de la réalité. Au minimum, nous commencerions à vivre dans un monde post-apocalyptique où il serait impossible de sortir sans un masque à gaz et où tout le monde s'installerait dans des abris anti-bombes. L'humanité n'aurait plus le temps pour les disputes et les querelles. Seule une cohésion exceptionnelle nous sauverait. Imaginez une terre brûlée, un petit incendie, et si vous êtes assis avec des amis au coin du feu, avec des masques à gaz et en chantant au son d'une guitare. Romantique. En parlant d'abris anti-bombes, saviez-vous que la Suisse est en tête du monde pour le nombre d'abris contre les bombes nucléaires ? En tout cas, il y a un bunker dans chaque immeuble d'habitation. Ou plutôt, il y en a 300 000 qui peuvent accueillir 8,5 millions de personnes. Ce sont donc 114% de la population qui sont pourvus d'abris anti-bombes.
Et ce, en Suisse, pays qui n'a jamais participé aux courses aux armements et aux guerres mondiales. Une coïncidence? Je ne le pense pas. Que pensez-vous du danger du collisionneur de Hadron? Écrivez vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de regarder mon analyse qui peut vous aider à mieux comprendre comment fonctionne le grand collisionneur de Hadron en 10 minutes.